S'il te plaît, abonne-toi. 1 seconde pour toi, une éternité pour moi. » Je serrai la dernière vis lorsque le vieil homme à l'intérieur du comptoir vociféra. « Alors, c'est fini ?» Le Mistral me lacérait la veste depuis le petit matin, et mes doigts étaient raides comme la pierre. Mais je me contentais d'acquiescer, de tester la porte une dernière fois, et de la regarder pivoter en silence, avec une fluidité nouvelle, pas un grincement. Marcel sortit de derrière le comptoir, un plateau à la main. Œufs brouillés, galettes de pommes de terre et de grandes tranches de pain de campagne grillées, encore tièdes. Tondu, grommela-t-il avant de disparaître à nouveau. C'était le meilleur repas que j'ai eu de la semaine et j'avais faim à en voir des étoiles. Mon nom est Elias. J'ai 42 ans. J'étais jadis chef de chantier, spécialisé dans la rénovation de vieux mâts provençaux. Un artisan du bâti ancien à Marseille, des commandes sur mesure, de gros contrats résidentiels et même quelques chantiers pour des maisons de maîtres s'étendant jusqu'aux confins des Bouches-du-Rhône. J'avais un nom, une réputation solide. On me contactait pour la qualité de mon travail. J'avais 3 hommes sous mes ordres, un atelier en location et des salaires réguliers. Tout cela, c'était avant que la vie ne me brise, pièce par pièce. Fin 2020, mon associé a fui avec la caisse, laissant mon entreprise en faillite. J'ai dû vendre tout ce que j'avais pour éponger les dettes. Puis, juste après cette catastrophe, ma fille, Camille, est tombée gravement malade au début de 2021. La leucémie. Les factures médicales étaient une montagne infranchissable et mon maigre pécule a fondu plus vite que la glace sous le soleil de juillet. Nous n'avions plus de coussins, plus rien. J'ai tenté de relancer l'atelier, mais sans épargne et avec un fourgon de travail en piteux état. J'ai accepté un marché avec un sous-traitant louche, une erreur monumentale. Il a disparu avec l'acompte et m'a laissé seul face aux créanciers. Ce fut le coup de grâce. Maintenant, je dors où je peux. Si ce n'est pas dans mon vieux fourgon, c'est sous les ponts de la Rocade ou derrière les bancs du vieux port. Je garde mes outils enveloppés dans une bâche, une bonne boîte de survie, car ils sont damnés, mais excellents. Je ramasse des petits boulots de nettoyage ou des réparations à l'emporte-pièce. Tout ce que je trouve. Je ne suis pas un drogué, je ne suis pas un ivrogne. Juste un homme écrasé par 2 années consécutives de mauvais timing et de malchance tenace. Ce bistrot tabac à Apt. Je l'avais observé pendant plusieurs jours. La porte d'entrée en bois, lourde et ancienne, poussait un grincement abominable chaque fois que quelqu'un entrait ou sortait. Je voyais les clients grimacer, certains faire demi-tour. Personne ne la réparait, personne ne semblait s'en soucier. Alors, j'ai fini par entrer. Il faisait un froid de loup. Mes bottes étaient craquelées. Je savais à quoi je ressemblais, rude, mal rasé, sans place définie. J'ai attendu que la file se dissolve et je me suis avancé. « Votre porte vous coûte des clients », ai-je dit. Marcel, le propriétaire, m'a fixé. Pas de manière amicale. J'ai tapé la poignée. Un grincement pareil ? La moitié de vos clients s'envolent. Laissez-moi la réparer, sans frais. Juste un café et un croque-monsieur. Il n'a rien dit d'abord. Il m'a jaugé de la tête aux pieds. Puis, il a vu les outils dans ma besace. Il a fait un signe de tête unique. 45 minutes, a-t-il dit. Je lui ai donné 38. J'étais en train de m'essuyer les mains quand la clochette au-dessus de la porte a de nouveau tinté. Cette femme est entrée, grande, le dos droit, enveloppée dans un manteau de drap de laine sombre. Elle ne semblait pas appartenir à cet endroit, mais elle n'agissait pas comme si elle le remarquait non plus, confiante, des lignes épurées. Elle a franchi le seuil et a marqué une pause, testant la porte derrière elle. Ouverte, fermée, de nouveau ouverte. Elle avait remarqué tout de suite. J'ai croisé son regard une seconde, mais elle n'a pas dit un mot. Juste un léger hochement de tête, comme si elle savait exactement ce qui avait changé. Je n'y ai pas beaucoup réfléchi à ce moment-là. J'avais fait mon travail, j'avais eu mon repas. Marcel m'avait même offert un 2e café à emporter. Mais le lendemain matin, elle était de retour. Et cette fois, elle me cherchait. Elle s'est approchée de moi, comme si elle avait suivi mes pas. La même femme que la veille. Pas de maquillage cette fois-ci, les cheveux attachés. Veste en toile robuste et jean. Mais elle se déplaçait toujours comme quelqu'un habitué à être écouté.
Le genre de femme qui donne des instructions, pas des suggestions. « C'est vous qui avez réparé la porte, n'est-ce pas ?» a-t-elle dit d'une voix claire, mais pas froide. J'ai acquiescé, mâchant encore la dernière bouchée de pain grillé gratuit que Marcel m'avait offert ce matin-là. Elle n'a pas attendu. Et la béquille branlante du chariot de la marchande de lavande sur le marché? J'ai cligné des yeux. Oui. Et la chaîne du vélo du petit devant la boulangerie sur la place de l'horloge? A-t-elle ajouté. J'ai haussé les épaules. Il avait besoin d'aide. Je vous observe, a-t-elle dit, comme si ce n'était pas du tout étrange. Vous réparez les choses, pas seulement bien, mais juste. Je me suis adossé au mur de pierre, les bras croisés. Que voulez-vous? Elle a hésité une demi-seconde, puis a dit « J'ai un vieux moulin, là-haut dans les Alpilles. Il appartenait à ma grand-mère. Il tombe en ruine. Le toit est à moitié effondré. De la moisissure dans la cuisine. Tout un pan de mur pourrait céder si on s'y appuyait mal. » J'ai levé un sourcil. « Charmant, dites donc. » Elle a esquissé un sourire. « Vous auriez une chambre, de la vraie nourriture, un salaire en espèces. Rien de fantaisie, mais juste, et pas de surprise. »« Pourquoi moi ?» ai-je demandé. Je n'aimais pas quand les choses venaient trop facilement. Il y a toujours une entourloupe, toujours. Ses yeux n'ont pas scié. Parce que vous faites les choses correctement, même quand personne ne regarde. Ça m'a frappé en plein ventre. J'ai jeté un coup d'œil à mon fourgon. Les vitres étaient embuées à force d'y avoir dormi la nuit dernière. La météo annonçait des températures glaciales pour le week-end et je n'avais plus qu'une seule paire de chaussettes propres. « Vous avez des outils ?» a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête lentement. Quelques-uns. Assez. Vous voulez monter et voir l'endroit ? J'ai regardé sa voiture. Une Subaru flambant neuve, propre mais pas tape à l'œil. Pas une trace d'hésitation dans sa voix. Elle était sérieuse. Je ne lui faisais pas confiance. Pas entièrement. Mais dormir dans mon fourgon pendant un autre hiver provençal, c'était hors de question. J'ai jeté ma besace d'outils dans son coffre. Allons-y. Nous avons pris la route 20 minutes plus tard. J'ai envoyé un SMS à un gars que je connaissais encore un peu. Je lui ai dit que je serais hors de portée pendant quelques jours. Pas de réponse, pas que je m'en attendais une. Le trajet fut silencieux un moment. Nous avons passé Cavaillon, puis Saint-Rémy-de-Provence. Je regardais par la fenêtre, voyant les villes s'estomper en champs d'oliviers et de garrigues. Elle n'a pas essayé de combler le silence, ce que j'ai respecté. Elle conduisait juste, comme si elle connaissait déjà chaque virage. « Elias ?» ai-je finalement dit, lui offrant mon nom. Elle a hoché la tête, Solène. Avant d'atteindre le moulin, elle m'a donné un aperçu. C'est vieux, 2 étages, une isolation partielle, mais pas terrible. L'électricité est rétablie, la plomberie aussi. J'ai fait le tour de la cuisine la semaine dernière. « Vous vivez ici ?» ai-je demandé. « Non, juste, j'avais besoin de revenir pour un temps. » Je n'ai pas posé plus de questions. Son ton a clairement indiqué que c'était la fin de la conversation. Nous avons emprunté un chemin de gravier qui craqua sous les pneus. Les arbres étaient épais autour de la propriété, leurs feuilles d'olivier argenté accrochées à la vie. Le moulin lui-même ressemblait à quelque chose sorti d'une carte postale oubliée. La peinture écaillée, les fenêtres fissurées, mais les fondations étaient solides. Le genre d'endroit qui méritait d'être sauvé. Je suis descendu, me suis étiré et j'ai immédiatement remarqué l'inclinaison du côté ouest. Le porche s'était affaissé. Il pouvait s'agir de pourriture dans les solives ou de dégâts des eaux sous les planchers. La ligne de toit n'avait pas l'air terrible, mais la gouttière du côté nord ne tenait qu'à un fil. Elle m'a suivi sur les marches, les clés à la main. « Vous voulez faire le tour ?» ?»« Oui, » ai-je dit. « Je le veux bien. » L'intérieur sentait le cèdre et la moisissure. Le genre d'odeur qui raconte des histoires. Des boiseries le long des murs, des planchers en bois brut usé, de vieux luminaires, mais il y avait une cheminée, en pierre massive, et la disposition n'était pas mauvaise. La cuisine avait besoin d'être refaite de fond en comble, mais la structure ne criait pas au désastre. Je suis monté à l'étage, j'ai testé la rampe. Solide, les fenêtres s'ouvraient, même si elles bloquaient un peu. Les tuyaux de la salle de bain ont gémi lorsque j'ai tourné le robinet, mais l'eau est sortie. Rouillée,
mais chaude. Vous avez dit que vous aviez rétabli les services publics ? La semaine dernière, a-t-elle dit. J'ai pensé que j'en aurais besoin. Je n'étais pas sûr de quand, cependant. Je suis redescendu. J'ai ouvert la trappe du vide sanitaire. J'ai vérifié sous le plancher. L'isolation était inégale. Des traces de fouine, c'est sûr. Rien de trop irrécupérable, cependant. J'avais vu pire. Bon sang, j'avais vécu pire. Elle se tenait près de la cheminée lorsque je suis rentré. Alors, j'ai passé une main sur le manteau de la cheminée. Elle a du potentiel. Mais ça va être un vrai travail. Je veux dire, des semaines. Elle a hoché la tête. C'est le plan. Vous voulez que je fasse quoi ? Tout reconstruire ? Commencez par la structure, le toit, les murs. Rendez-le habitable. Après ça, nous verrons. Je l'ai observée. Elle ne parlait pas comme la plupart des clients. Pas de microgestion, pas de demande si je pouvais faire ceci ou cela pour moins cher. Juste des faits là bruts. Vous avez un endroit pour que je dorme ? La deuxième chambre. Drap propre, je le jure. Et de la nourriture ? Elle a montré le réfrigérateur. Rempli ce matin. J'ai expiré. Plus de listes de vérification à parcourir. Juste une dernière question. Vous êtes sûr de moi ? L'êtes-vous ? A-t-elle répliqué ? Cela m'a stoppé. J'ai regardé la pièce une fois de plus. La façon dont la lumière de l'après-midi tombait sur le sol. L'odeur légère de fumée de bois de la dernière fois que quelqu'un avait essayé de réchauffer l'endroit. Puis je l'ai dit, je suis partant. Je me suis mis au travail le lendemain matin, avant même que le soleil ne touche les cimes des oliviers. Pas besoin de réveil. Mon corps savait quand bouger. La première chose que j'ai faite a été d'arracher les lames du plancher du porche, une par une. La plupart étaient gonflées, pourries en dessous. Chaque fois que j'en délogeais une et que je voyais de la terre propre en dessous, j'avais l'impression de récupérer quelque chose. Après cela, je me suis déplacé vers l'ossature du côté est. Des termites avaient rongé la moitié de la sole basse. J'ai retiré ce que je pouvais, raclé les coins et commencé à couper du bois frais à la bonne taille. Ce n'était pas seulement du labeur, c'était un rythme, un but. Je n'avais pas ressenti une telle clarté depuis l'atelier. Vers 9h, comme une horloge, elle est apparue, solenne, même veste en toile, jean, queue de cheval et cette tasse en céramique, sans marque, sans éclat. Probablement importée et stupidement chère. Elle s'est garée sur le gravier, a posé son ordinateur portable sur la balustrade du porche et a tapoté comme si elle enregistrait des transactions boursières au lieu de vérifier ses emails. « Vous travaillez vraiment ?» ai-je demandé une fois, à moitié en plaisantant. « Conseil à distance », a-t-elle dit sans lever les yeux. « Ah oui, sur quoi ?» Elle n'a pas répondu à celle-là. Je me suis tu après ça. Je ne voulais pas fouiller trop tôt. Mais ces appels ne ressemblaient à aucun consultant que j'ai jamais connu. Ce n'étaient pas des réunions de planification ou des points d'équipe. J'ai entendu des mots comme avoir, levier de position et stratégie de vote. Des choses très corporate, des choses d'argent très sérieuses. Pourtant, chaque fois que je demandais quelque chose, des vis à bois, des fixations robustes, des types de finitions spécifiques, elle apparaissait le lendemain avec exactement ce dont j'avais besoin. Pas d'emballage Amazon, pas de reçu. La moitié du temps, c'était du Oda, à haut de gamme, du matériel de qualité professionnelle. Une fois, j'ai mentionné que j'avais besoin de bastingues traitées pour un nouvel escalier, et au coucher du soleil, ils étaient posés sur le chemin, sans question, juste là. Un matin, je l'ai surprise à m'observer, pas juste par hasard. Ses yeux étaient fixés sur mes mains alors que je posais les solives pour le nouveau deck. Elle ne scrollait pas, ni n'envoyait de SMS. Juste debout, là, les bras croisés, absorbant tout. « Vous avez déjà construit quelque chose vous-même » ai-je demandé. Elle a souri faiblement. « Des châteaux de sable, ça compte ? Seulement si vous avez utilisé une scie sauteuse. » 1 minute plus tard, je lui ai tendu un pied de biche et lui ai montré le coin le plus éloigné du porche où les planches étaient lâches mais encore clouées. « Allez-y, montrez-moi ce que vous avez. » Elle a tenu la barre comme si elle était en verre. Coude serré, prise incorrecte, pas de levier. Je me suis approché, lui ai ajusté les mains, me suis penché à côté d'elle. « Ce n'est pas un violon, ai-je dit. C'est un outil,
Faites preuve de force. Elle a ri, puis a réessayé. Mieux. Toujours maladroit, mais elle écoutait. Apprenez-moi, a-t-elle dit. Je veux apprendre. Alors, je l'ai fait. Toutes les heures ou deux, je m'arrêtais et lui montrais quelque chose. Comment équarrir un cadre? Comment assortir le grain du bois? Comment utiliser une équerre de menuisier sans vérifier sur YouTube? Elle ne faisait pas juste semblant de s'en soucier. Elle prenait des notes, posait de bonnes questions, et quand elle se trompait, elle ne boudait pas et ne donnait pas d'excuses. Elle a juré une fois, puis a recommencé jusqu'à ce que ce soit juste. Pourtant, quelque chose ne collait pas. Elle posait trop de questions intelligentes trop rapidement. Elle connaissait des marques comme Festool et Senko, mais n'a jamais mentionné où elle en avait entendu parler, et la façon dont elle se tenait. Dos droit, mots précis, la façon dont elle marquait une pause avant de parler, comme si elle était habituée à diriger des assemblées. Je l'ai remarqué de nouveau ce vendredi. Elle était assise sur un seau renversé près du porche, tapant sur son clavier. Je me suis approché derrière elle pour lui demander des scellants à séchage rapide et son écran était plein de graphiques. Pas des budgets de projets de rénovation, pas des factures. Je parle de tickers de niveau Bloomberg, de finances profondes, de noms d'entreprises que j'avais vus dans les gros titres avant d'arrêter de lire les journaux. Rothschild, Pernod Ricard et un qui m'a coupé le souffle une seconde. Valois Holdings. J'avais lu un article sur eux une fois. Une dynastie familiale. Des avoirs de plusieurs milliards d'euros. Des investisseurs impitoyables. De vrais loups. Je n'ai rien dit. J'ai juste pris note. Elle m'a remarqué en train de regarder mais n'a pas scié. Elle a juste incliné l'écran et a demandé « Besoin de quelque chose ?» « Oui. » Un scellant d'1/4 de pouce, transparent. Je l'aurai demain. Le lendemain, il était dans la cuisine. Et pourtant, j'ai laissé couler. Je me suis dit qu'elle avait de l'argent. Peut-être qu'elle était impliquée dans quelque chose de grand. Peut-être que le moulin était sa façon d'y échapper. Quoi qu'il en soit. J'avais été dans assez de situations difficiles pour savoir quand me taire et accepter la victoire. Puis, un après-midi, elle s'est penchée sur mes tréteaux pendant que je mesurais des coupes pour une nouvelle sablière. Elle cherchait le crayon mécanique que je gardais accroché sur le côté, plié en avant. Son sac en toile a glissé de son épaule et a heurté la terre. Je me suis baissé pour le ramasser avant elle. Quand je l'ai soulevé, un magazine glacé a glissé à moitié. J'ai figé. C'était La Provence économique. Et là, en pleine page, son visage. Cheveux coiffés, yeux perçants, blazer de pouvoir, le tout. La légende en dessous disait « Solène Valois, l'héritière qui a dit non à l'or familial ». Je n'ai pas dit un mot. Je n'ai pas demandé. J'ai juste remis le magazine dans le sac, l'ai posé sur le porche et suis retourné à mes mesures. Elle n'en a pas parlé, moi non plus. Mais cette nuit-là, allongé dans mon lit à regarder le plafond, j'ai fait le calcul. Les appels, l'argent, le silence. Elle n'était pas une riche fille perdue jouant à la maison dans les bois. Elle était cette Solène Valois, ce qui signifiait que ce moulin n'était pas juste un héritage familial. C'était probablement une ligne sur un document de fiducie, quelque part avec plus de zéros que je n'en reverrai jamais. Et je ne savais pas si j'aimais ça, ou ce que cela signifiait pour ma présence ici. Le lendemain matin, Solène est arrivée en retard. Pas d'ordinateur portable, pas de tasse, juste un sac en papier dans une main et quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais vu auparavant. Pas poli, pas aiguisé, juste fatigué. Elle s'est assise à côté de moi sur les marches du perron pendant que je ponçais la nouvelle rambarde, a ouvert le sac et a sorti 2 sandwichs. De l'artisanat, quelque chose. Garni de viande que je ne pouvais pas prononcer et de pain qui s'effritait comme de la pâtisserie quand j'y ai mordu. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ai-je demandé la bouche pleine. Mortadelle et figues. Ça vient d'un endroit à Uzès. Ne le jugez pas avant de l'avoir fini. Je n'arrive même pas à le tenir, sans qu'il tombe en miettes. C'est comme ça qu'on sait que c'est bon. Nous avons mangé en silence. Des feuilles de chêne s'envolèrent sur le porche. L'air sentait le bois humide et les aiguilles de pin. Pour une fois, aucun de nous n'a tendu la main vers ses outils. Elle m'a demandé « Qu'est-ce que vous faisiez avant tout ça ?» Je me suis adossé au poteau et j'ai pris une inspiration. J'ai 42 ans. J'ai commencé à construire à 19 ans.
Sorti du lycée, j'ai directement enchaîné les chantiers de grosses œuvres. J'ai tout appris sur le tas. À 32 ans, j'avais ma propre entreprise. Des menuiseries sur mesure, des terrasses en bois, de la menuiserie fine, une petite équipe, des gars en qui j'avais confiance. Ça a tourné nickel pendant 10 ans. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai regardé les arbres. Mon associé m'a ruiné. J'ai dû tout vendre. Je me suis arrêté pour respirer. Je pensais pouvoir mettre les choses en pause quelques mois. Mais les clients n'attendent pas. Au moment où j'ai perdu mon entreprise, la plupart de mes contrats s'étaient envolés. Puis elle a hoché la tête pour que je continue. Puis ma fille, Camille, est tombée malade. La leucémie, ça a balayé le peu d'économie qui me restait. Elle n'a pas interrompu, juste hoché la tête pour que je continue. J'ai essayé de rebondir. J'ai pris un petit boulot avec un gars qui promettait du travail de sous-traitance. Il est parti avec la compte et m'a laissé en plan. À ce moment-là, je dormais dans mon fourgon. Je ramassais des petits boulots de nettoyage à Saint-Rémy. Réparer des clôtures pour de l'argent. Gratter. Elle m'a regardé attentivement. Pas de visage doux, pas de geste de sympathie. J'ai ajouté « Ma femme, Marie, est décédée en 2017. Cancer du sein, rapide. Nous l'avons détecté tard. L'assurance n'a presque rien couvert. Le reste est passé sur les cartes de crédit. J'ai fait ce que j'ai pu. » Sa main s'est légèrement serrée autour du sandwich. Mais elle n'a pas détourné le regard. Son nom était Marie, ai-je dit, plus forte que je ne l'ai jamais été. Elle disait qu'on déménagerait dans le Luberon une fois qu'on y arriverait. Acheter un petit terrain, construire quelque chose de vrai. Elle aimait les forêts, la garrigue. Solène a jeté un coup d'œil vers la ligne d'arbres. Je pense qu'elle aimerait cet endroit. Je le pense aussi. Aucun de nous n'a parlé pendant 1 minute. Juste laisser le vent nous envelopper, comme s'il nous accordait de l'espace. Vers 2 heures cet après-midi-là, j'ai remarqué quelque chose d'étrange sur le côté ouest. Le mur éloigné était légèrement bombé, pas à cause de l'âge, mais à cause de quelque chose de pire. J'ai enlevé quelques panneaux et j'ai trouvé de la pourriture s'étendant profondément dans les montants. Le bardage s'est effrité sous ma main. J'ai juré à voix basse. J'ai vérifié le radar sur mon téléphone. Front orageux en approche, vent fort, de la vraie pluie. Nous avions peut-être 1 heure, grand maximum. On a un problème, ai-je crié. Solène est venue. Elle s'est accroupie à côté de moi et n'a pas scié quand j'ai retiré une autre couche et lui ai montré la pourriture. Tout ce côté est gorgé d'eau. Si le vent frappe bien, ce mur va s'effondrer. Elle m'a regardé. De quoi avons-nous besoin ? Des étais, des bastingues traitées, des vis, des sangles, peut-être des poutres temporaires pour l'étayage. Elle n'a même pas hésité. Elle a juste sorti son téléphone et a commencé à composer. Pendant qu'elle parlait, j'ai esquissé un plan de cadre grossier au dos d'un reçu que j'ai trouvé dans ma poche. 25 minutes plus tard, des phares ont éclairé le chemin. Un camion plateau d'une scierie locale. Le gars n'a pas posé de questions. Il a juste déchargé le stock, a obtenu une signature et a disparu sous la pluie comme s'il l'avait fait 100 fois. J'ai jeté un coup d'œil à Solène. On bouge maintenant ou on perd ce mur. Elle a attrapé la lampe de poche. J'ai travaillé de l'intérieur. Elle a suivi chaque instruction que j'ai donnée. Quand j'avais besoin d'une pince, elle était dans ma main. Quand j'ai crié pour la perceuse sans fil, elle l'avait prête. Nous ne parlions pas. Nous fonctionnions. Elle étayait. J'enfonçais les vis. Elle tenait la poutre pendant que je mettais la solive en place. La pluie a commencé à tomber fort. Le toit gémissait au-dessus de nous. Nous pouvions entendre le vent se lever dans les arbres. Elle a la glissé, une fois sur les planches, mais s'est rattrapée sans dire un mot, a continué. N'a pas demandé de se reposer, n'a pas demandé ce qui venait ensuite. Elle a juste attendu que j'annonce le prochain mouvement. À un moment donné, j'ai dû ramper derrière l'isolation pour fixer la muralière supérieure. Je pouvais à peine voir. Mon épaule pressait contre le contreplaqué froid tandis que l'eau coulait près de mon oreille. « Lumière !» ai-je crié. Le faisceau a atterri exactement là où j'en avais besoin. Angle parfait. « Tiens-le là !» ai-je dit. « Ne bouge pas. » Elle n'a pas bougé. 40 minutes plus tard, le dernier support s'est mis en place et le mur a cessé de bouger. Nous avons reculé. Le cadre était laid,
mais solide, une solution temporaire qui tiendrait pendant la tempête. Le vent hurlait dehors. Les arbres se débattaient contre le toit. Je me suis tourné pour lui dire que nous avions réussi, et je me suis arrêté. Elle se tenait là, trempée jusqu'aux os. Ses cheveux ruisselants sur son visage, la lampe de poche toujours dans une main. Son manteau était taché de boue, ses bottes encrassées, son jean collait à ses jambes, comme si elle avait traversé un marais. Mais son visage, elle avait l'air vivante, pas polie, pas calculatrice, pas la femme avec son visage sur une couverture de la Provence économique. Juste une femme en bottes qui n'abandonnait pas. Je ne l'ai pas dit à voix haute, mais à ce moment-là, quelque chose a changé. Elle ne se cachait pas seulement de la ville. Elle se battait pour quelque chose de vrai, comme moi. La tempête s'est calmée un peu avant l'aube, et au moment où je suis sorti, l'air avait cette morsure propre, comme si les arbres avaient secoué le ciel. Tout était trempé. Le porche brillait sous une pâle lumière grise. Solène était déjà là, assise sur la marche supérieure, les jambes repliées, tenant une tasse ébréchée de café instantané, comme si c'était sacré. Elle a levé les yeux vers moi comme si elle attendait. « Vous avez dormi ?» ai-je demandé. « Un peu. Et vous ?»« Assez. » Je me suis assis à côté d'elle. Le bois a craqué mais a tenu. Elle m'a tendu une deuxième tasse sans un mot. Chaud, amer et exactement ce dont j'avais besoin. Après une minute, elle a demandé « Quel était votre projet préféré de tout ce que vous avez construit ?» Ça m'a arrêté. On ne me posait pas souvent cette question. La plupart des gens voulaient savoir si j'avais déjà construit quelque chose de fantaisiste, comme des comptoirs en marbre ou des escaliers courbés. Elle posait des questions sur le sens. Il y avait cette vieille chapelle, romane dans les Cévennes, ai-je dit, construite au XIIe siècle. L'endroit avait été à moitié vidé, presque condamné. Un groupe de préservation a obtenu des fonds et voulait le ramener à la vie. Elle s'est tournée vers moi, le coude sur le genou, les yeux rivés sur les miens. Chaque rainure comptait, ai-je dit. Il y avait des couches de peinture sur les moulures. J'ai passé 6 semaines à décaper et à resculpter les parties que nous ne pouvions pas sauver. Pas de raccourci. Il fallait que ça ressemble exactement à l'original. Sinon, les autorités auraient fermé le chantier. Ça ressemble à l'enfer. Ça l'était. Mais c'était le bon genre d'enfer. On savait qu'une fois terminé, il tiendrait. Elle a souri, comme si elle comprenait réellement ce que cela signifiait. Pas la partie technique, mais le sentiment. Elle a siroté son café, l'a tenu un instant, puis a dit « Ma famille a de l'argent immobilier, beaucoup, sur la Côte d'Azur, des bâtiments devant lesquels vous êtes que passé sans jamais les regarder 2 fois. Mais ce sont les nôtres. Le portefeuille de mon père en est plein. Espace de bureau, location, usage mixte, luxe de grande hauteur. » Elle ne se vantait pas. Son ton était trop plat pour cela. Elle a continué. Le moulin est dans une fiducie. Je ne suis pas juste une consultante, j'ai fui des choses. Je n'ai rien dit, juste pris une autre gorgée. La vérité était que je savais déjà. Pas les détails, mais les grandes lignes. J'avais vu la couverture de la Provence économique, entendu les appels, lu assez entre les lignes. Mais l'entendre le dire clairement, ça a ancré quelque chose. Cet endroit était celui de ma grand-mère, a-t-elle dit. Elle m'y emmenait quand j'étais enfant. Je l'aidais à cuisiner, à traîner du bois de chauffage à l'intérieur, à chasser les lapins du jardin. C'est le seul endroit qui ne me semble pas faux. J'ai hoché la tête lentement. Je comprends ça. Parfois, ce qui est réel ne dépend pas de sa valeur. Elle m'a regardé, pas comme si elle me pesait, mais comme si elle voyait quelque chose de solide. Elle n'avait pas besoin de moi pour réparer cet endroit. Elle aurait pu embaucher une équipe et le faire refaire en 1 mois. Mais elle a choisi ça. La construction lente, la boue, les muscles endoloris, les petites victoires. Nous n'avons pas parlé davantage ce matin-là. Nous nous sommes levés, avons vidé les tasses et nous sommes remis au travail. Elle a passé 2 heures d'affilée à poncer l'ancien cadre de la fenêtre de la cuisine. Le bois était sec et s'effritait dans ses mains, mais elle n'a pas abandonné. Elle l'a travaillé doucement, couche par couche, jusqu'à ce que le grain commence à réapparaître. Je suis passé de temps en temps.
J'ai offert un conseil, mais je l'ai surtout laissé s'en occuper. Elle était fière de ce foutu cadre. Elle a passé sa main dessus quand elle a fini, comme si c'était quelque chose qu'elle avait construit avec son propre nom gravé sur le côté. Cet après-midi-là, j'ai apporté des plans bruts pour reconstruire l'escalier sud. La pourriture sèche avait rongé 2 des marches. Elle a posé des questions sur les ratios de poids, la profondeur des fondations, et si nous aurions besoin de supports de contre-marche. Elle ne faisait plus semblant. Elle voulait réellement comprendre. J'ai commencé à lui donner plus que de simples tâches. Je lui ai tendu le crayon, lui ai montré comment mesurer à partir de la ligne médiane, lui ai appris les petites choses que personne n'enseigne à moins d'avoir passé 20 ans sur un chantier. Elle n'a rien gaspillé de cela. Mais cette nuit-là, bien après que nous ayons nettoyé et que le générateur bourdonnait à l'arrière, je suis entré dans le couloir et j'ai entendu sa voix. Elle était au téléphone dans la chambre d'amis. La porte était entr'ouverte. Son ton était différent, haché, contrôlé, en mode exécutif complet. Non, le vote du conseil avant le rapport sur les bénéfices. Nous ne pouvons pas risquer une dilution en ce moment. Pause. Oui, je serai là. J'aurai une déclaration prête d'ici vendredi. Mais je ne répéterai pas ce que nous avons fait le trimestre dernier. Ce n'est pas durable. Autre pause. Je me fiche qu'il soit le président. Il n'a pas le droit de me bloquer. Elle a mis fin à l'appel sans dire au revoir. J'ai reculé avant qu'elle ne me remarque. Je suis sorti et je me suis tenu sous la lumière du porche, laissant l'air frais frapper mon visage. Ce n'était pas un travail d'appoint. Ce n'était pas du conseil. Elle était quelqu'un d'important, profondément impliqué. Je ne pouvais pas dire si cela me donnait l'impression de construire quelque chose avec elle, ou juste de construire quelque chose qu'elle avait déjà écrit dans son prochain communiqué de presse. 2 jours après cet appel téléphonique, elle était partie. Je suis entré dans la cuisine et j'ai trouvé une note adhésive sur la table, collée juste au-dessus du marteau qu'elle avait utilisé pour poncer le cadre de la fenêtre. Urgence à Avignon. De retour bientôt. Garde-moi du travail. S. C'était tout. Pas d'appel, pas d'avertissement. L'endroit est devenu silencieux sans elle. Pas calme, silencieux. Le genre de silence qui remplit une pièce quand quelqu'un laisse quelque chose d'inachevé. Pas de tasse en céramique sur la balustrade. Pas de playlist résonnant sur les murs pendant qu'elle grattait de la vieille peinture. Juste moi dans le moulin et la liste que nous avions faite qui me semblait maintenant plus lourde que le bois empilé dans le cellier. J'ai continué à travailler. Au début, juste les choses que nous avions déjà prévues. Finir les renforts de la terrasse, calfeutrer les cadres de fenêtres. Mais vers midi, je me suis surpris à couper une nouvelle contre-marche pour l'escalier arrière. Nous n'avions pas encore touché à cette partie. Il n'y avait pas besoin. J'avais juste besoin du son de quelque chose en train d'être construit. Cette nuit-là, après avoir mangé et nettoyé, j'ai reçu un SMS de son numéro. Je n'arrive pas à dormir, je n'arrête pas de penser au moulin. Je l'ai fixé une seconde, le pouce hésitant, puis j'ai tapé. L'endroit te cherche aussi. Je le pensais plus que je ne l'avais imaginé. Le lendemain matin fut sans histoire. J'ai fait un tour de quincaillerie, suis passé dans une cour locale pour ramasser de nouveaux supports, fait un arrêt rapide pour les courses. Puis je suis revenu et j'ai encadré une nouvelle entrée pour la porte du garde-manger qu'elle voulait refaire. Pas d'appel, pas de message. Puis 2 matins plus tard, j'étais dans l'atelier à couper des planches de finition récupérées quand j'ai entendu le crissement des pneus sur le gravier. J'ai essuyé mes mains et suis sorti. Sa voiture s'est garée dans l'allée comme si elle y appartenait. Mais elle n'est pas sortie en polaire ou en flanelle. Elle est sortie en talons. Petit, cher, inutile dans la boue. Son manteau était en laine, noir, sur mesure. Ses cheveux étaient propres et tirés. Maquillage impeccable, expression figée. La même femme que j'avais vue sur cette couverture de La Provence économique. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle s'était perdue en allant à un événement de presse. Elle a regardé autour d'elle, puis a croisé mon regard. Pouvons-nous nous asseoir à l'intérieur ? Nous sommes allés dans la cuisine. Elle n'a pas enlevé son manteau. Je me suis appuyé contre le comptoir. Urgence gérée ? Elle a hoché la tête une fois. Gérée. Le silence tartre s'est étiré. Elle a jeté un coup d'œil aux armoires, celles dont nous avions parlé de refaire la finition, puis à moi. J'aurais dû vous le dire plus tôt.
J'ai croisé les bras. Quoi exactement? Que je suis votre œuvre de charité. Ses yeux se sont plissés comme si je l'avais giflé. Non, a-t-elle dit, que j'avais besoin de cet endroit autant que vous, que peut-être j'avais besoin de vous. J'avais envie de rétorquer. J'aurais dû rétorquer. Mais quelque chose dans sa voix sonnait différemment. Ce n'était pas poli, pas contrôlé. Elle essayait d'être vraie et elle faisait un travail sacrément maladroit. Vous êtes entrée ici comme une étrangère, ai-je dit. Vous avez agi comme si vous ne faisiez que passer. Et pendant tout ce temps, vous étiez, quoi? En train d'esquiver des réunions de conseil d'administration à des milliards et d'écrire des communiqués de presse en douce. Elle a baissé les yeux sur ses mains. Oui et non. Vous avez de l'argent, des relations, un nom de famille qui ouvre les portes. Vous auriez pu embaucher n'importe qui. Je ne voulais pas n'importe qui, a-t-elle dit. Je voulais quelqu'un qui construisait les choses correctement. Quelqu'un qui se fichait de qui j'étais. Qui ne mentirait pas pour m'impressionner ou ne prétendrait pas comprendre. Quelqu'un qui s'en souciait encore quand personne ne regardait. Je l'ai fixé. Le manteau, les talons, le masque. Vous étiez l'une d'entre eux, ai-je dit. Les types de la haute finance, les requins de l'entreprise, le genre de personnes qui ne s'iraient pas en passant devant quelqu'un comme moi sur le trottoir. Je le suis toujours, a-t-elle dit, d'une voix plate. Mais je n'ai pas menti pour vous blesser. J'ai menti pour leur échapper. Elle s'est approchée et a touché le cadre de la fenêtre qu'elle avait poncée. Sa main s'y est attardée, ses doigts traçant le grain, comme s'il contenait quelque chose de sacré. Je suis venu ici parce que je ne pouvais plus respirer. J'étais fatigué de me battre pour des votes de conseil et de supplier des milliardaires d'arrêter d'agir comme des enfants. J'avais besoin de quelque chose de vrai. Et j'étais quoi? Votre thérapie? Non, a-t-elle dit plus fort maintenant. Vous étiez la première personne depuis des années qui ne me demandait rien, qui ne s'attendait pas à ce que je répare quoi que ce soit que je ne pouvais pas assumer. J'ai expiré. La pièce était chaude, mais quelque chose en moi se sentait froid. Pas en colère, juste perturbé. Vous avez poncé une fenêtre, ai-je dit. Vous avez aidé à renforcer un mur. Ça n'efface pas qui vous êtes. Je sais, a-t-elle dit. Mais ça m'a rappelé qui je n'étais pas, qui je ne voulais plus être. J'ai regardé au-delà d'elle, vers les arbres se balançant devant la fenêtre de la cuisine. Il y avait une poutre que j'avais laissée à moitié mesurée là-bas, encore à couper et à entailler avant midi. Vous revenez pour finir le travail? Ai-je demandé. Elle a laissé échapper un rire à peine audible. Seulement, si vous me le permettez. Je n'ai pas souri, pas encore, mais j'ai hoché la tête. Des bottes la prochaine fois, pas de talons. Marché conclu. Elle n'a pas essayé de me serrer dans ses bras. N'a pas fait de scène dramatique. Elle a juste retiré son manteau, a retroussé ses manches et est sortie vers le fourgon pour attraper ses gants. 10 minutes plus tard, nous étions dans le cellier à parler d'espacement des poutres. La vérité était que je ne pouvais pas rester en colère. Elle avait peut-être menti, mais elle avait gagné sa place dans la poussière et la crasse, tout comme moi. À la tombée de la nuit, les nuages grondaient, presque. Le ciel était lourd, d'un poids réel. Le vent s'était levé si vite que je n'avais même pas fini de manger. J'ai lâché ma fourchette, suis allé directement dehors pour vérifier la pente sud. Solène m'a suivi, fermant sa veste à la volée. Nous avons fait le tour de l'arrière et l'avons repéré tout de suite. De l'eau s'accumulait dans le sol bas près des fondations. Rapidement, beaucoup trop rapidement. Le sol était déjà mou et le ruissellement creusait un chemin droit vers le vide sanitaire. Je n'ai pas hésité. Une tranchée. Maintenant. Elle n'a pas posé de questions. Elle a juste couru vers le cabanon, est revenue avec 2 pelles, m'en a tendu une, et a commencé à creuser comme si les bottes à ses pieds ne valaient pas plus que mon fourgon entier. La pluie a commencé légèrement, froide, piquante. En quelques minutes, c'était une véritable averse. Ses cheveux étaient collés à son visage, mais elle continuait de manier cette pelle comme si elle lui devait quelque chose. La boue est devenue glissante. Mes épaules ont commencé à se bloquer. J'ai ajusté ma prise et j'ai continué. Nous ne faisions pas que creuser. Nous faisions la course contre l'eau. J'ai marqué une ligne droite à partir du coin du moulin,
à environ 8 pieds en pente. C'est là que le vrai dommage frapperait si le ruissellement ne changeait pas de direction. J'ai crié « Gravier !» du saut dans le cabanon. Elle a sprinté comme l'enfer et est revenue en traînant un seau de 5 gallons plein de gravier. Elle l'a vidé sans en renverser une pelle. J'ai à peine levé les yeux. Encore, nous avons élargi la tranchée et tassé la base. J'ai creusé plus profondément et j'ai atteint un sol plus mou, spongieux. Cela signifiait un affouillement, pas juste une flaque. La terre avait commencé à bouger. J'ai claqué la pelle dans la boue et j'ai juré. Un pied de pilier perd son soutien. Elle a essuyé son visage, les yeux sauvages mais concentrés. Où ? Coin sud-ouest. Il faut le renforcer ou le porche s'effondre. Nous avons laissé tomber les outils et nous nous sommes précipités sous le deck. Le vide sanitaire était étroit, sombre, déjà en train de se remplir au point le plus bas. J'ai attrapé le vérin portatif et une courte poutre, lui faisant signe de tenir la lampe de poche stable. Mon dos était à moitié dans la boue, à moitié dans l'eau. « Vous voyez le niveau ?» ai-je demandé, montrant celui accroché à la poutre au-dessus. Elle s'est penchée et a hoché la tête. Décalée, inclinée vers le moulin. Exactement. Si nous perdons ce coin, ça tordra la structure. On le relève au vérin, lentement. Nous avons bougé en rythme. J'ai calé les bastingues. Elle a tassé le gravier. J'ai glissé le vérin en place et j'ai commencé à tourner. Le bois a gémi. Toute la structure a craqué, comme si elle n'était pas sûre de vouloir rester debout. Plus de gravier, ai-je dit, solide, qu'il tienne. Elle l'a tassé à la main cette fois. La boue lui couvrait les poignets, elle s'en fichait. La pluie n'a pas cessé. Le sol sous nous remuait à chaque pas, mais nous ne nous sommes pas arrêtés. J'ai dû ajuster la poutre 2 fois. La première fois parce que le vérin a glissé. La seconde parce que le pied a bougé sous la pression. Elle a tenu la lumière, l'a ajustée parfaitement à chaque fois. Je n'avais plus à lui dire où viser. Elle savait. Quand j'ai finalement dit « le niveau tient », elle a laissé échapper un souffle comme si elle avait été sous l'eau. « Pompe ?» a-t-elle demandé, la voix rauque. « Dans le cabanon », ai-je dit. « Branchez-la au mur du fond. » Elle est partie sans un autre mot. Au moment où je suis sorti en rampant, elle avait la pompe en marche et la tranchée coulait comme un lit de rivière. L'eau s'est engouffrée dans la ligne que nous avions creusée et s'est déversée dans les bois. Elle se tenait à côté, trempée, de la boue jusqu'aux genoux. Je pouvais à peine voir ses yeux à travers la pluie, mais ses épaules ne s'affaissaient même pas. Elle n'avait pas encore fini. Le vent hurlait à travers les arbres comme quelque chose de vivant, mais le moulin restait immobile. Quand le pire fut passé, quand la pluie recula enfin et que le vent passa de violent à simplement bruyant, nous sommes entrés dans la cuisine, comme si nous revenions de guerre. J'ai retiré ma veste, l'ai jetée près de la porte. Elle a enlevé ses bottes d'un coup de pied et s'est appuyée contre le comptoir, respirant difficilement. L'eau gouttait de ses manches sur le sol. Les lumières ont vacillé une fois, mais ont tenu. Nous n'avons pas parlé tout de suite, non pas parce qu'il n'y avait rien à dire, juste parce que le silence semblait mérité, comme si nous devions le respecter. Puis, elle l'a dit, doucement mais sûrement. Je ne me suis jamais sentie aussi vivante que là-bas. Je me suis retourné, j'ai croisé son regard. C'est parce que pour une fois, ai-je dit, rien de tout cela n'était simulé. Pas de salle de conseil, pas de presse, juste nous. Elle a souri, pas un sourire éclatant, juste un truc lent et vrai qui venait du fond de l'âme. Et je jure qu'à ce moment-là, tout le bruit qu'elle apportait avec elle, l'argent, les mensonges, la ville, cela n'avait plus d'importance. Elle s'était présentée, avait creusé dans la boue, avait tenu la poutre fermement, avait répondu à chaque appel. Cela n'était pas faux. Et si ça l'était, alors bon sang, je ne voulais pas du vrai. La tempête s'est dissipée, mais quelque chose entre nous est resté chargé. Pas de tension, exactement, mais un poids. Celui qui s'installe après un travail partagé, comme si nous avions construit quelque chose d'invisible dans la terre en essayant de sauver le porche. Le lendemain matin, je l'ai trouvé déjà à l'arrière, un marteau dans une main et un bloc-notes dans l'autre. Son ordinateur portable était ouvert sur le tréteau, l'écran partagé entre les emails et un croquis du cabanon latéral
que nous prévoyions de convertir en rangement. Elle travaillait sur les 2 fronts à la fois. Le monde d'où elle venait et celui qu'elle choisissait maintenant. Elle ne s'est pas arrêtée quand je suis sorti. Elle a juste levé les yeux et a dit « Nous avons besoin de plus de supports galvanisés. J'ai mal compté. » J'ai acquiescé et j'ai commencé ma journée. Au cours des jours suivants, elle a continué à se montrer comme ça. Non seulement physiquement, mais pleinement investie. Elle prenait toujours des appels, vérifiait toujours sa boîte de réception comme si son travail en dépendait, mais maintenant, l'ordinateur portable partageait l'espace avec des vis, des crayons et de la sciure de bois. Elle mettait quelqu'un en sourdine au milieu d'une réunion pour mesurer des moulures. Elle a arrêté de porter des gants simplement parce qu'il la ralentissait avec le ponçage. Nous parlions davantage, parfois en travaillant, parfois tard autour d'un mauvais café et de restes froids. Elle m'a raconté des histoires sur son père, un homme dur, l'héritage avant tout, le genre de gars qui mesurait la valeur en mètres carrés et en retour sur investissement. Elle a dit qu'elle croyait en tout cela, jusqu'au jour où elle est entrée dans une assemblée d'actionnaires et a réalisé que personne dans la pièce ne pouvait tenir une foutue clé à molette. Je lui ai parlé des apprentis que j'entraînais autrefois à l'atelier. Des gamins qui arrivaient sans rien savoir, mais avides d'apprendre. Je lui ai parlé d'un gamin, Jules, qui ne pouvait pas clouer droit le premier jour, mais 2 ans plus tard, dirigeait sa propre équipe. Le vrai travail donne sa colonne vertébrale à un homme. Ai-je dit, elle n'a pas discuté. Un après-midi, alors que nous disposions l'espacement des nouvelles attaches de solives, elle a fait une pause et s'est essuyé le visage avec sa manche. « Et si nous ne nous arrêtions pas là ?» a-t-elle demandé. J'ai levé les yeux. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?»« Je veux dire, et si nous transformions cet endroit en quelque chose de plus grand ? Un programme, des cours de restauration pratique, de vrais apprentissages. Pas seulement une reconstruction de moulin, mais un site complet. Peut-être même un logement temporaire pour des gars comme vous. » Elle s'est reprise. « Je ne voulais pas. Je sais ce que vous vouliez dire. » Ai-je dit. Vous n'avez pas tort. Elle a expiré. Nous pourrions enseigner de vraies compétences. Construction, menuiserie d'agencement, base aircraft électrique. Donner aux gens quelque chose qu'ils peuvent porter, quelque chose de durable. Elle ne donnait pas l'impression de présenter un projet d'entreprise. Elle donnait l'impression d'être quelqu'un qui avait enfin compris ce qu'elle voulait réellement laisser derrière elle. Je n'ai pas répondu tout de suite. Ce soir-là, je me suis enfoncé profondément dans les bois derrière le moulin. Non pas pour me vider la tête, mais juste pour la laisser se calmer. Je n'avais pas pensé à l'héritage depuis longtemps. J'avais été trop occupé à survivre, trop occupé à garder une longueur d'avance sur l'effondrement total. Mais maintenant, elle parlait de construire un avenir. Pas seulement pour elle-même, mais pour les autres, pour des gens comme moi, pour les gars que j'entraînais autrefois, pour la version de moi qui avait à peine survécu l'hiver dernier dans un fourgon sans chauffage. Je suis resté là, pensant à Marie, à la façon dont elle parlait d'avoir de la terre, d'ouvrir l'atelier à des gamins qui n'avaient nulle part où aller. Elle croyait en la construction de vie, pas seulement de choses, je le croyais aussi. Je suis rentré juste avant la nuit. Solène était dans la cuisine, traçant quelque chose sur du papier millimétré avec un crayon rouge et une règle qui n'avait rien à faire dans un bureau d'études. La lumière de la cuisinière projetait de longues ombres sur ses épaules. Elle a levé les yeux quand je suis entré. « Si nous faisons cela, » ai-je dit, « ce n'est pas votre nom sur la porte. » Elle n'a même pas scié. « Alors, nous l'appellerons le foyer Marie, » a-t-elle dit, pour elle. Il m'a fallu une seconde pour parler. Ce n'est pas juste un nom pour moi. Je sais. Nous sommes restés là un instant. Pas des partenaires commerciaux, pas des collègues. Juste 2 personnes s'accordant enfin sur quelque chose qui comptait. Cette nuit-là, nous nous sommes assis à la table de la cuisine avec une bouteille de bourbon bon marché et nous avons commencé à dessiner de vrais plans. Des croquis au crayon au dos de reçu, des contours de charpente, des espaces de classe, l'agencement de l'atelier, des dortoirs dans le grenier, un abri à outils partagé avec des bacs étiquetés. Elle a même griffonné des options de subvention possibles, les inscrivant entre les diagrammes. Elle était sérieuse, et moi aussi. Elle est revenue le mardi suivant avec un dossier cartonné et un regard dans les yeux, comme si cette fois, c'était permanent. Pas de bavardage, pas de détour. Elle a posé les papiers sur la table entre nous
et a dit « Partenariat légal, parts égales, pas d'entourloupe, pas de charité. » Je n'ai même pas encore tendu la main, je l'ai juste regardé. « Vous êtes sûr de ça ?»« Je n'ai jamais été plus sûr de rien, » a-t-elle dit. « Vous apportez la compétence, j'apporte le capital. Ensemble, nous faisons quelque chose qui compte. » Ce n'était pas juste des mots. Son nom était sur la ligne de signature, juste à côté du mien. Pas de clause cachée, pas de pouvoir d'annulation, juste de l'encre noire et du 50-50. J'ai signé sans scier. Après cela, tout a bougé plus vite, mais sans précipitation, juste vivant. Nous avons récupéré le grand chêne qui était tombé lors de la dernière tempête. Il nous a fallu 2 jours pour le débiter. Elle s'est tenue à côté de moi pendant que je passais le raboteuse, apprenant le rythme. Ce bois est devenu des bancs pour l'aile de la salle de classe que nous construisions à l'arrière du moulin principal. Je coupais. Elle ponçait, je renforçais. Elle mettait à niveau. Je jetais un coup d'œil et la voyais corriger ses propres angles, ajustant sa posture comme quelqu'un qui avait réellement été formé. Un après-midi, nous étions dehors à déchirer des planches quand un gamin nommé Loïc est arrivé. Du coin, peut-être 20 ans. Calme, mais curieux. Il a dit qu'il avait entendu parler de ce que nous faisions par son oncle, a demandé si nous avions besoin d'aide. J'étais sur le point de les conduire, mais Solène m'a devancé. « Vous savez utiliser une raboteuse ?» a-t-elle demandé. Il a haussé les épaules. « Pas vraiment ?» Elle a souri et a attrapé celle qu'elle venait déguiser. « Venez ici, je vais vous montrer. » Je l'ai regardé la poser sur l'établi, presser ses mains sur la poignée et le guider à travers le premier passage. Sa posture, son ton, c'était réel. Elle ne faisait pas semblant. Elle ne parlait pas juste comme si elle s'en souciait. Elle s'en souciait vraiment. Ce n'était plus un hobby. Le mot s'est répandu, plus vite que nous ne l'avions prévu. Des gars à la retraite ont commencé à arriver. Quelques-uns de l'ancienne association des compagnons du devoir du coin. Certains ont juste déposé de vieux outils, mais d'autres sont restés. Ils posaient des questions, offraient d'enseigner le placo, l'électricité, la peinture de finition. Un gars, Gérard, un maçon de la vieille école, a dit qu'il viendrait 2 fois par semaine pour former quiconque voulait apprendre la maçonnerie. Marcel, le propriétaire du bistrot à Apt, en a entendu parler on ne sait comment et m'a appelé de nulle part. « Vous avez quelque chose de vraiment bien là-haut », a-t-il dit. « Je ferai le traiteur pour l'inauguration moi-même. Dites juste le mot. » Solène a ri quand je lui avais raconté. « Vous avez réparé sa porte grinçante. Maintenant, il est à fond. » Je suppose que je suis un homme d'influence, ai-je dit en lui tendant le niveau. Elle était meilleure maintenant, non seulement confiante avec les outils, mais réfléchie. Elle savait quand pousser et quand reculer. Elle faisait une pleine potée de café chaque matin qui n'avait pas le goût de débouchévier. Elle testait réellement le lot avant de me tendre une tasse. Une nuit, nous étions assis sur le porche après le départ de l'équipe. Juste nous deux, couverts de poussière et d'éclats de peinture, regardant le soleil fondre derrière les arbres. Elle s'est tournée vers moi, a ramené ses genoux sur le banc et a dit « Je veux vivre ici ». Je n'ai pas réagi. Je veux dire, vraiment vivre ici. A-t-elle ajouté. Gérer l'entreprise depuis ce porche si je dois le faire. Je ne veux pas revenir en arrière. Je n'ai rien dit. J'ai juste tendu la main et lui ai donné la tasse qu'elle avait préparée. Elle a pris une gorgée, a grimacé, puis a ri. Toujours pas terrible, a-t-elle dit. Mais mieux, ai-je répondu. Ça compte. Nous sommes restés assis comme ça un moment. Pas de bruit, pas de précipitation. Juste 2 personnes regardant le travail que nous avions construit prendre racine. La bannière s'étendait proprement sur la poutre du porche avant. Le foyer Marie, atelier des compagnons. Inauguration douce. Je n'aurais jamais pensé voir le nom de ma femme sur un bâtiment. Surtout pas un comme celui-ci. Le parking était plein. Des fourgons, des voitures de la presse locale, 3 gars du cabinet du maire, un mélange de costards, de voisins, quelques visages familiers de la ville, et quelques-uns de nos bénévoles, l'air à moitié fier, à moitié stupéfait. Solène se tenait au bord du porche en jean noir et bottes de travail, un presse-papier dans une main, parlant à un journaliste d'un magazine régional, comme si elle faisait ça toute sa vie. Elle a réuni tout le monde d'une forte claque et est montée sur la petite scène que nous avions construite avec du plancher récupéré. Je ne vais pas vous faire un long discours.
a-t-elle dit. Mais je vais vous dire la vérité. Ce moulin m'a sauvé. Pas le bois, pas les clous, mais le travail, le rythme, la terre sous mes ongles, et un homme qui s'est présenté avec une boîte à outils et aucune raison de croire en qui que ce soit. Elle a fait une pause. Le vent a balayé ses cheveux, mais elle n'a pas bougé. Je ne suis pas venue ici pour créer une association, a-t-elle poursuivi. Je suis venue pour disparaître, et à la place, j'ai trouvé un but. Cet endroit nous a aidés à nous reconstruire tous les deux. Maintenant, il est ouvert pour la prochaine personne qui a besoin d'une seconde chance. Les applaudissements ont résonné sur le porche comme le tonnerre sur le bois. Elle est descendue, m'a fait un signe de tête. Mon tour. Je n'ai rien écrit, je n'ai pas répété. J'ai juste avancé et dit ce que je savais. Chaque pièce de bois dans ce bâtiment, ai-je dit, a été touchée par quelqu'un qui avait besoin d'une seconde chance. C'est à ça que sert cet endroit. Rien de fantaisiste, juste la vérité. Nous avons mené la première visite ensemble. Solène a montré chaque petite caractéristique qu'elle avait aidé à restaurer. Les poteaux de l'escalier qu'elle avait décapés à la main. Les châssis de fenêtres qu'elle avait rééquilibrés. Les armoires de l'atelier construites avec le chêne que nous avions débité ensemble. Les gens écoutaient, certains hochaient à la tête, d'autres prenaient des photos. Un gars du conseil des métiers a demandé quand nous commencerions à accepter de nouveaux candidats. Une autre femme a dit que son neveu venait de sortir de prison et avait besoin de direction. Cela fonctionnait. Ce n'était plus seulement une idée. Plus tard, une fois que les invités ont commencé à se clairsemer et que les caméras ont cessé de cliquer, nous nous sommes assis sur les marches du porche comme avant, juste nous deux. Tasse de café à la main. Outils nettoyés et alignés pour demain. Programmes imprimés et empilés dans des dossiers sur la table à manger. Le soleil descendait bas, projetant de longues ombres à travers les arbres. Solène a regardé vers le parking, observant 2 de nos nouveaux étudiants décharger des boîtes à outils d'un fourgon donné. Un gamin a laissé tomber son marteau, Harry, et l'a ramassé sans honte. Elle s'est tournée vers moi. « Vous pensez que nous pouvons y arriver ?» a-t-elle demandé. Je ne l'ai pas regardé tout de suite. J'ai juste regardé ces 2 jeunes gars rouler leur caisse sur le chemin que nous avions creusé nous-mêmes des mois auparavant, avant que quiconque ne croie que cet endroit pouvait signifier quelque chose. Nous l'avons déjà fait, ai-je dit. Elle n'a pas parlé. Elle a juste tendu la main vers la mienne, la même main qui lui avait appris à tenir correctement un pied de biche. Je l'ai prise sans réfléchir. Sa paume était rugueuse maintenant, le même genre de grain que la mienne portait. 2 paires de mains calleuses, un seul plan. Au travail, ai-je dit.